Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec André Salin, qui va nous parler des dernières révélations qu'il a trouvées sur cette fameuse énigme de Rennes-le-Château, que tout le monde connaît bien sûr, où c'est un curé qui a été millionnaire ou milliardaire, on ne sait pas. Hein. Voilà. Bonjour André. Bonjour. Alors, expliquez-nous, là, vous avez déjà fait beaucoup de recherches. Ça fait 30 ans que vous faites des recherches à Rennes-le-Château pour savoir ce qui s'est passé. Vous avez déjà écrit plusieurs livres. Et là, vous avez écrit, c'est un essai que vous avez fait. Vous pouvez nous en parler en quelques mots. Expliquez-nous un petit ce qui se passe sur ce livre. Mais j'ai écrit le premier ouvrage en 2002, alors que cela faisait 10 ans déjà que je m'étais attelé à cette énigme. J'ai été attiré par cette affaire lorsque j'ai lu un livre sur le royaume wisigoth de Toulouse, écrit par Joël Schmitt en 1992, et qui, vers la fin de son ouvrage, évoquait le trésor des Wisigoths. Le trésor des Wisigoths, ça veut dire que effectivement, c'était le trésor qui a été pillé par les Wisigoths en 410 à Rome et qui avait été emporté par les Wisigoths à Toulouse où ils se sont installés, où ils ont installé leur capitale et ensuite ils ont prospéré en conquérant tout l'ouest de la France, la Provence, l'Espagne, etc. Et donc, c'est ce qui m'a attiré sur Rennes-le-Château à partir de ce paragraphe évoquant le trésor des Wisigoths. Et à partir de là, je suis venu sur place avec des amis, des frères, des sœurs, et nous avons, je dirais, euh, escaladé des secteurs à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains, pour se familiariser avec le paysage, avec le contexte de l'époque, étant précisé que naturellement, il a fallu que on fasse abstraction des ouvrages qui ont été faits après, parce que on avait un œil, je dirais, une vision du 20e siècle, alors que cette affaire s'est déroulée au 19e siècle. Voilà donc dans quelles conditions je me suis attelé à cette affaire. J'ai lu aussi des ouvrages, des documents historiques dans des archives, également des documents qui m'ont été mis à disposition par Monsieur Captier et Madame Corbu, qui sont les héritiers de Noël Corbu, lequel d'ailleurs avait effectivement hérité des ouvrages et des documents de la Bessonnière. Alors, c'est cet abbé qui a été millionnaire, c'est ça, qui a eu une vie extraordinaire, qui a construit des choses. C'est pas pharaonique, mais pharaonique, je sais pas comment on dit ça, mais c'est assez fou. Et c'est à partir de là, donc, qu'il y a quelque chose. Il y a une énigme quand même. L'énigme a été, je dirais, évoquée pour la première fois par Noël Corbu, l'héritier de Marie Denarnaud, qui était la servante de Béranger Saunière. Et ceci en 1955-1956, alors que Marie Denarnaud venait de décéder et qu'il avait donc créé l'hôtel-restaurant La Tour dans le domaine de la Bessonnière. Et là, il s'est donc épanché sur cette énigme en évoquant auprès de la presse la possibilité qu'il y ait un trésor très important qui ait pu découvrir la Bessonnière, en évoquant notamment le trésor des Wisigoths. Et ensuite, cela a été relayé en 55-56 par la presse régionale, qui a amplifié le phénomène. Et je dirais que c'est surtout La roue tourne en 1961, une émission qui était très connue à l'époque, qui a permis de médiatiser sur le plan national cette affaire, où justement Noël Corbu jouait le rôle du curé. Et ça a été encore davantage amplifié par l'ouvrage qui a été écrit par Gérard de Sède en 1967, qui s'intitulait Le trésor maudit de Rennes-le-Château. Donc ça pouvait effectivement attirer l'attention des lecteurs et bien sûr des personnes intéressées par cette affaire, et qui a encore amplifié davantage cette affaire en introduisant dans cette affaire le mythe mérovingien, c'est ainsi que je l'intitule, où on trouve Monsieur Pierre Plantard, qui a bien manipulé Gérard de Sède et qui a introduit des faux documents faisant croire qu'il était descendant des Mérovingiens, étant précisé que pour lui, les Mérovingiens descendaient eux-mêmes
de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Ah oui, ça va quand même chercher. Alors, qu'est-ce qui a pu faire la fortune de ce curé? Hein, c'est quand même un curé de campagne, c'est un village, il y a une centaine d'habitants. Qu'est-ce qui a pu faire la fortune? Est-ce qu'il a trouvé, il a découvert quelque chose d'important, ou est-ce qu'il a découvert de l'or? On ne sait pas. Eh bien, on ne sait pas vraiment, mais je ne pense pas qu'il ait pu trouver le tombeau de Jésus de Marie-Madeleine. Je ne pense pas qu'il ait trouvé les trésors de Visigoth, sinon il n'aurait pas eu des difficultés pendant qu'il faisait ses travaux pour financer l'ensemble de ses travaux, puisqu'il a effectivement rencontré des difficultés à certains moments pour financer ses travaux. Par contre, je pense qu'il a trouvé un dépôt qui se trouvait sous l'hôtel, l'ancien hôtel. Un dépôt monétaire, alors. Un dépôt monétaire où c'était des pièces d'or, en faisant croire que c'était des médailles de Lourdes aux ouvriers qui intervenaient et qui l'ont cru sur parole. Et je pense que c'est ce dépôt qui a permis déjà d'engager des travaux, plus une donation qui avait été faite par la comtesse de Chambord, 3000 francs à l'époque, c'était important, et qui était l'épouse d'Henri V de France, comme on dit, qui justement était pressenti pour devenir roi de France après Napoléon III. Donc ceci, à mon avis, a permis de financer les premiers travaux, et c'est certainement au cours des travaux suivants qu'il a dû trouver encore un autre dépôt. Et à mon avis, le dépôt le plus important a dû être trouvé en 1900 à peu près, lorsqu'il faisait les derniers travaux pour construire la Villa Béthanie. Et on ne connaît pas la nature de ce dépôt, à mon avis important, et qui permettrait de déduire que ce dépôt proviendrait peut-être des rois de Majorque qui avaient dissimulé, mis en sécurité leur trésor face aux rois d'Aragon qui voulaient s'emparer du royaume de Majorque, dont la capitale était Perpignan. Alors bon, vous nous parlez de dépôt, de Rennes-le-Château. Bon, les gens, je sais pas si tout le monde connaît, dans les gens qui nous suivent connaissent vraiment c'est une histoire quand même, hein, c'est une énigme, mais il y a beaucoup d'écrits sur Rennes-le-Château. Vous avez vous-même vous avez trouvé quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous le dire, ou est-ce qu'il faut lire le livre? Parce que c'est vrai que si on lit votre dernier livre, qui paraît demain, je crois, dans les librairies, vous avez, on explique aux gens toute cette histoire des Visigoths, etc., des rois de Majorque, bien sûr, mais surtout on parle de vos dernières découvertes. Il y a une pierre qui a été gravée, qui est dans la campagne, il y a des grottes un peu bizarres, il y a toutes ces choses que vous avez trouvées en fouillant à Rennes-le-Château. Est-ce qu'on a toutes les solutions dans le livre pour aller chercher le trésor? Dans mon ouvrage, j'évoque toutes les hypothèses qui ont été émises. Alors, en écartant certaines d'entre elles, en laissant, je dirais, une petite chance pour certaines autres, et j'ai effectivement trouvé des documents qui permettraient donc d'aller sur la piste des rois de Majorque et des Templiers de Majorque. Parce que il y avait aussi les Templiers de Majorque qui avaient mis en sécurité leurs biens sur le territoire de Rennes-le-Château, avec l'accord du seigneur des lieux, le seigneur de Voisin. Et donc j'évoque tout cela. Les dernières révélations que je formule dans mon ouvrage sont liées précisément à ce dernier point. Et je pense que en réalité, il faut se cantonner non pas aux manuscrits qui, à mon avis, sont des faux, qui ont été introduits par Pierre Plantard pour faire croire qu'il était descendant des rois mérovingiens de Jésus de Marie-Madeleine, mais aux dalles. Aux dalles, c'est-à-dire la première dalle, la stèle de la marquise de Nègre-d'Able, qui a été exploitée d'ailleurs par Béranger Saunière pour essayer de trouver son dépôt, et je pense que c'est comme ça qu'il l'a trouvé. Et puis une autre dalle qui était avec cette stèle, où il y avait des inscriptions latines qui permettaient effectivement de comprendre où se trouvait ce dépôt, qu'a dû trouver Béranger Saunière. Par contre, il y a une deuxième dalle qu'on appelle la dalle de Cumsourde, qui est également inscrite, où il y a également des inscriptions latines, et qui curieusement c'est une dalle qui ressemble quant à sa configuration et au texte, en ce qui concerne les intitulés en latin, permettent de penser que cette dalle
concerne le dépôt des trésors des Templiers de Majorque. Je dis bien de Majorque et non pas le grand trésor des Templiers. Et cette dalle a été trouvée après le décès de Béranger Saunière par Ernest Cros, qui était un ingénieur et qui connaissait la Bessonnière. Et précisément, donc, Béranger Saunière n'a pas pu connaître cette dalle qui indiquerait, je dirais, la localisation du dépôt des trésors des Templiers de Majorque. Il y a quand même eu beaucoup de monde dans ce petit village. Alors on est c'est dans l'Aude, hein, donc dans le sud de la France, quasiment au pied des Pyrénées, hein, que tout s'est passé. Il y a quand même eu du monde. Alors on a les Wisigoths, il y a eu les Gaulois aussi qui étaient là avant. On a eu les Templiers. Faut pas s'étonner qu'il y a un petit peu d'argent qui traîne. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui disait que les gens de Rennes-le-Château ne le savaient pas, ils marchaient sur de l'or. Il me semble que c'est ça, hein. Tout à fait, et cette formule a été effectivement exprimée par Marie Desnarnaud, la servante de Béranger Saunière après le décès de Béranger Saunière auprès d'une habitante du village, expliquant que précisément les gens de Rennes-le-Château marchaient sur de l'or et qu'ils n'avaient pour 100 ans pour nourrir les habitants de Rennes-le-Château. Alors, oui, puis alors cette Madame Bernardo, alors, je sais pas si on a tous les secrets, c'était la bonne, c'était la maîtresse, c'était, parce qu'elle était quand même dans tous les secrets. C'était en tout cas une confidente, effectivement, de Béranger Saunière, c'était aussi sa servante depuis plusieurs années, et qu'il y ait eu une relation, je dirais, plus intime entre les intéressés, finalement, ça n'a pas d'incidence sur cette affaire. Il n'y a pas, ça ne change rien. Par contre, c'est elle qui a quand même profité de tout ça après le décès du curé. Elle a quand même vécu presque 40 ans, il me semble, après son décès, en vivant très très bien. Eh bien, elle a vécu, la Bessonnière est décédée en 1917, elle est décédée en 1953, ce qui fait que ça fait, oui, elle a vécu 36 ans de plus que la Bessonnière. Elle était plus jeune que lui, il faut le savoir aussi, je crois qu'elles avaient 15 ans d'écart. Et il faut savoir aussi, c'est que la Bessonnière, lorsqu'il a acheté des parcelles de terrain dans les environs de Rennes-le-Château, et également les terrains qui ont servi à faire à construire le domaine dit de la Bessonnière, tout cela était acheté au nom de Marie Desnarnaud dès le départ. Et donc c'est elle qui en était propriétaire officiellement. Alors là, j'ai un message de Jérôme qui nous dit que c'est un magnifique village où il règne une atmosphère étrange et l'église est à voir absolument. C'est vrai? Tout à fait. C'est vrai que ce village est situé à peu près à 435 mètres d'altitude. C'est sur un plateau de 140 mètres de large sur 250 mètres de long. Et effectivement, ça a gardé, je dirais, pratiquement toute la facture que pouvait avoir ce village depuis longtemps. L'église, bien sûr, mérite d'être visitée. Dans mon livre, d'ailleurs, j'en fais la description avec certaines interprétations possibles, notamment sur le plan alchimique. Et donc, effectivement, c'est très intéressant à visiter. Il y a des phénomènes lumineux qui se produisent à certaines périodes de l'année et qui, effectivement, sont assez surprenants. Alors là, j'ai Jennifer qui me demande comment s'appelle son livre à ce monsieur. Alors, il a ce monsieur, c'est André, et il a son livre avec lui. Vous pouvez nous faire voir un petit peu ce livre qui est ici, donc qui va paraître demain. Vous pouvez le monter un petit peu, voilà. Voilà le livre donc qui va paraître demain, Mystères et secrets de Rennes-le-Château, c'est ça. Hein. Et ça, c'est votre deuxième livre, deuxième livre, hein, donc qui concerne Rennes-le-Château, avec les dernières découvertes que vous avez faites. Alors j'explique, c'est pas un roman ce livre, hein, c'est vraiment, je veux pas dire que c'est technique, mais tout est expliqué correctement. On n'est pas du tout dans le roman. Je l'ai lu avec beaucoup de passion puisque André me l'a prêté. C'est vraiment sympa pour les gens qui s'intéressent aux énigmes, qui s'intéressent aux trésors, etc. Et à Rennes-le-Château, on n'en parle même pas. Hein. Il faut le lire. J'ai encore une petite question. Alors là, André, il se passe quelque chose au mois de janvier. Je crois que c'est le 21 janvier de chaque année à Rennes-le-Château. Expliquez-moi. Oui, c'est tout à fait en janvier. C'est précisément les phénomènes lumineux que j'évoquais tout à l'heure. Je vais pas donner en détail parce que ce serait dommage que je révèle tout, mais il y a des phénomènes lumineux qui font de sorte que selon la position du soleil, il y a des vitraux qui
qui provoque des phénomènes, notamment quand on voit Jésus qui monte dans le vitrail, par le vitrail, et puis qui ensuite rejoint Marie-Madeleine. Donc c'est vrai que ça peut permettre pour certains de penser qu'il y aurait quelque chose lié à Marie-Madeleine et à Béranger Saunière. Alors je voulais répondre à la première question. C'est effectivement le deuxième livre que j'écris sur Rennes-le-Château proprement dit. Le premier a été écrit en 2002. Ensuite, donc, j'ai écrit en 2016 un ouvrage qui s'intitule Le Trésor sacré de Rennes-les-Bains, qui est consacré à l'abbé Boudet, avec effectivement à l'abbé Boudet, et qui donc concerne son livre assez curieux qui s'intitule La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains, étant précisé que pour moi, ce qui s'est passé à Rennes-les-Bains avec l'abbé Boudet, pour moi, n'a aucun lien avec l'affaire de Rennes-le-Château et de la Bessonnière. C'est quand même beaucoup d'énigmes. Alors, si on veut le découvrir, c'est dès demain, donc dans toutes les librairies. On va le trouver dans toutes les librairies en France. Hein. Voilà. Logiquement, ça doit se trouver dans toutes les librairies. Voilà, demain ou dans les jours qui suivent, de toute manière, on aura toutes les informations sur Rennes-le-Château pour les passionnés d'énigmes, pour tous les gens qui s'intéressent à Rennes-le-Château. Moi, le premier d'ailleurs. Faut y aller là-bas, puis il faut regarder, il faut lire ce bouquin parce que franchement, il y a des trucs qui sont très très sympathiques. On va tout vous dire, mais prenez le temps de le lire, ça vaut le coup. André, je vous remercie beaucoup. Je tenais à préciser quand même que c'est effectivement un livre d'investigation et non pas un roman. Si on veut un roman, il faudrait plutôt acheter le Da Vinci Code qui a fait un grand succès, 86 millions d'exemplaires. Je ne pense pas que j'en arrive à ce point-là, mais ça, oui, effectivement, c'est un roman et qui s'est beaucoup inspiré d'ailleurs de l'affaire de Rennes-le-Château, avec justement les divagations qui avaient été, je dirais, utilisées et exploitées par Pierre Plantard. C'est vrai, j'ai pas pensé à le dire. C'est vrai que, en gros, Da Vinci Code, c'était l'histoire de la Bessonnière. Enfin, c'est toutes les prioritions, etc., etc. C'était, là, non, vous, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Hein, je dis pas encore que je connais pas sérieux. Mais là, c'est quand même beaucoup plus historique. Ah, tout à fait. J'ai essayé, justement, d'avoir la rigueur d'un historien, c'est-à-dire de me baser sur des documents qui sont attestés, qui sont sourcés, et non pas sur des documents, je dirais, plus ou moins suspect et dont on pourrait douter effectivement de l'authenticité. Voilà, là j'ai Steph qui me dit nous y allons en octobre à Rennes-le-Château. Eh ben Steph, écoutez, si vous trouvez quelque chose, une énigme, alors achetez le bouquin dès demain, vous pouvez le lire. Si vous trouvez l'énigme qui n'est pas dans le livre, vous nous la faites parvenir, on la fera suivre André qui sera tout à fait réceptif, qui est très très intéressé. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mais je dirais simplement une chose, c'est que ce n'est pas la piste de Marie-Madeleine qu'il faut exploiter. À mon avis, le fil conducteur, c'est Saint-Antoine-Ermite, que d'ailleurs j'ai mis en couverture sur l'ouvrage. Voilà, déjà, il nous a donné quelque chose de sa découverte, une des énigmes. Alors, merci André, merci beaucoup. Hein. Merci également, et puis j'espère que tout cela va intéresser beaucoup de vos abonnés sur donc la place de village Facebook. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Donc, on est avec André Salin pour son livre, dernier livre, des mystères et secrets de Rennes-le-Château, depuis Albertville. Allez, bon dimanche à tous. Merci à vous aussi.